Une planète unique, agitée et dynamique. Les continents se déplacent et se heurtent. Les volcans entrent en éruption. Des glaciers se forment et disparaissent. Des forces titanesques, constamment en action, laissant derrière elles une multitude de mystères géologiques. Cet épisode porte sur l'éruption volcanique la plus meurtrière et destructrice de l'histoire des États-Unis. Le mont Saint-Helens, une montagne au sommet enneigé dont une partie sera soudainement soufflée lors d'une éruption volcanique sans précédent. Les scientifiques déterminés à comprendre ce qui a rendu cet événement si destructeur découvriront qu'il s'agit là d'un des plus gros glissements de terrain de l'histoire, déclenchant une explosion latérale qui fauchera près de 600 km² de forêt et des coulées de boue gigantesques qui submergeront les vallées, détruisant tout sur leur passage. Ce qu'ils apprendront de cet événement unique leur permettra d'en savoir un peu plus sur les origines de la Terre. Dans l'État de Washington, à 160 km au sud de Seattle, se dresse le mont Saint-Helens, l'un des 20 plus gros volcans formant la chaîne des Cascades sur la côte ouest des États-Unis. Avant le 18 mai 1980, la région attirait les touristes et l'industrie du bois était florissante. Ce volcan avait une jolie forme conique. On l'appelait le mont Fuji d'Amérique du Nord. Ses flancs étaient légèrement concaves. Mais sous cette beauté apparente se profile une menace. Un événement au potentiel destructeur se trame en secret. L'histoire commence le 20 mars 1980, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 4,2 tire le mont Saint-Helens d'un sommeil qui aura duré 123 ans. La dernière éruption connue fut observée en 1857 par des tribus locales. Le tremblement de terre de 1980 constitue un signal d'alarme car un séisme peut précéder une éruption volcanique. Il arrive en effet qu'un séisme se produise lorsque du magma s'élève vers la surface d'un volcan, déplaçant et fracturant la roche sur son passage. Tout a commencé avec des tremblements de terre peu profonds sous le volcan. En l'espace de quelques jours, il est devenu clair qu'ils étaient inhabituels. Les scientifiques de tout le pays ont appris la nouvelle et ont convergé vers le mont Saint-Helens pour essayer de comprendre ce qui se passait. Sur place, nous avons constaté une activité volcanique croissante. Les volcans sont dangereux car difficilement prévisibles. Et en 1980, la prévision des éruptions volcaniques n'en est qu'à ses balbutiements. L'éruption explosive la plus récente sur le continent nord-américain est celle du Lassen Peak, en Californie, en 1915. Depuis, les volcanologues ont acquis l'essentiel de leur expérience grâce à l'observation de coulées de lave silencieuses sur l'île d'Hawaï. Les volcans sont des phénomènes naturels incroyablement compliqués. Ils nous réservent toujours des surprises. Le mont Saint-Helens nous surprend tout le temps, ce n'est pas le seul, mais nous en tirons des leçons. Dotés de matériel dernier cri, les volcanologues sont impatients d'étudier une possible éruption. Ils sont loin d'imaginer qu'ils sont sur le point d'assister à l'explosion volcanique la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. À Coldwater Ridge, à 10 km au nord-est du volcan, ils installent un campement abritant leur matériel ultra sophistiqué et commencent à observer la montagne. De là, la vue est idéale. Nous étions aux premières loges pour observer l'évolution et le réveil d'un des volcans les plus importants de la chaîne des Cascades. Et nous avions la chance d'avoir parmi nous des gens motivés, travaillant 15 à 20 heures par jour. Outre les tremblements de terre, un autre indicateur clé de l'activité volcanique est l'émission de gaz. Le magma, formé par de la roche en fusion, contient des gaz venus des profondeurs à près de 50 km sous terre. Alors que le magma s'élève vers la surface, une quantité moindre de roche pèse sur lui. La pression diminue alors
Les gaz dissous dans le magma s'échappent en surface. Mais ces gaz ne sont pas seulement révélateurs de la montée du magma. Ils sont également responsables du caractère explosif de l'éruption. Plus la pression à l'intérieur du volcan s'accumule, plus l'éruption est explosive. Cette expérience va nous aider à comprendre l'importance des gaz sous pression dans le magma. Cette bouteille est remplie à 80% d'eau. Elle va nous permettre de simuler une éruption volcanique. Je vais la placer délicatement à cet endroit. Je l'incline légèrement. Je chausse mes lunettes de protection. Et je vais commencer à pomper. C'est parti. Un peu de gaz arrive au fond. Un peu plus. La pression atteint maintenant 4 kg par centimètre carré. Whoa! Did we get it? Expérience réussie. Comme dans la bouteille, la présence de gaz à la surface d'un volcan indique qu'une éruption explosive est sur le point de se produire. Au printemps 1980, le travail de Casadevall consiste à détecter ces émissions de gaz. Il recherche notamment la présence de dioxyde de soufre. Ce gaz qui sent l'œuf pourri est lié à l'activité volcanique. Mais ce n'est pas son odeur qui a permis de mesurer les émissions de gaz. Ce sont les différences subtiles de couleur de la lumière. Cet instrument étudie la lumière du ciel et recherche la présence de certaines molécules telles que le dioxyde de soufre qui absorbe la lumière. Il mesure également la différence entre la lumière absorbée par le dioxyde de soufre et la lumière qui reste disponible dans le ciel. En mars et avril 1980, Casadevall et son équipe utilisent cet instrument pour détecter la quantité de gaz s'échappant du volcan. Ils présument que les niveaux de gaz vont augmenter avant l'éruption, puisqu'une quantité croissante de magma va monter le long de la cheminée. Mais ils se trompent. Les émissions de gaz restent identiques, alors que les séismes prennent de l'ampleur et que plusieurs centaines de petites secousses sont enregistrées. Aucune variation significative n'a été constatée. Les taux de dioxyde de soufre étaient très faibles et rien dans ces émissions de gaz n'indiquait qu'une éruption était sur le point de se produire. Mais fin avril, après 5 semaines de secousses, le volcan leur donne un nouvel indice de ce qui se trame à l'intérieur. La face nord de la montagne commence à se bomber. Toute personne observant le volcan pouvait se rendre compte qu'il avait perdu sa forme cônique. Le flanc nord formait à présent une bosse. Et nous voulions comprendre ce qui pouvait causer cette déformation. C'est la première fois que des scientifiques peuvent étudier la déformation d'une montagne. Ils installent à Coldwater Ridge un instrument doté d'un laser afin de mesurer précisément la vitesse de déformation de la montagne. Le but était de diriger le rayon laser de cet instrument sur un réflecteur situé sur le volcan pour recevoir en retour un signal et pouvoir ainsi mesurer la distance. Les réflecteurs en question sont de petits miroirs d'environ 7 cm de large qu'ils ont fixés sur la paroi enflée du volcan. En 1980, avant l'éruption du 18 mai, le flanc nord du volcan s'est mis à enfler. La distance mesurée diminuait donc. De notre poste d'observation, nous avons vu que cette distance se réduisait d'1,50 m par jour. Le 11 mai, la bosse a atteint 137 mètres d'épaisseur. Dzurizin pense qu'elle est due à la montée du magma. Un volcanologue veut toujours savoir ce qui se passe sous terre. Mais c'est difficilement faisable, car il ne peut pas aller voir. Il doit se contenter d'observer ce qui se passe en surface. Nous savions que la face nord subissait une déformation et qu'elle était provoquée par quelque chose, mais par quoi? Peut-être par du magma se frayant un chemin vers la surface du volcan et s'accumulant dans le flanc nord.
C'était une possibilité, à moins que les séismes n'aient simplement provoqué l'instabilité du volcan du fait de la pesanteur. Peut-être était-ce juste un glissement de terrain. C'était difficile à dire et délicat de prendre des mesures permettant de faire la différence. La seule explication plausible, c'était que du magma montait à l'intérieur du volcan. Alors que le gonflement se poursuit, la paroi du volcan devient de plus en plus instable. Pourtant, les scientifiques ignorent encore à quel point l'éruption va se révéler dévastatrice. Nous n'étions sûrs de rien jusqu'au dénouement final. Mais plus la bosse prenait du volume, plus nous savions qu'il était proche. Nous ignorions juste à quoi nous attendre. D'autres signes indiquent que l'éruption est imminente. Des séismes de plus en plus fréquents et violents se produisent. Les autorités redoutent le pire et établissent des zones d'accès limitées au public autour du volcan. Au printemps 1980, plusieurs indices laissent supposer aux géologues que le mont Saint-Helens est sur le point d'entrer en éruption. Des séismes indiquent que le volcan se réveille. Bien que les émissions de gaz restent faibles et identiques, un gonflement du flanc nord laisse penser que du magma monte vers la surface. Curieusement, après le 14 mai, le volcan se calme. On n'enregistre quasiment plus aucune activité sismique et le gonflement se ralentit. Le 17 mai, sous la pression, le gouvernement local autorise certains habitants de la zone interdite à aller récupérer ce qu'ils peuvent. Un autre groupe doit se rendre sur les lieux le lendemain matin à 10 h. Mais ce jour-là, la catastrophe se produit. Le matin du 18 mai 1980, des scientifiques sont sur le point d'assister à une des éruptions volcaniques les plus destructrices de l'histoire contemporaine. Depuis plus de 2 mois, une équipe de volcanologues surveille le mont Saint-Helens. Nous ne nous y attendions vraiment pas. Malgré toutes les données accumulées, jusque-là, rien ne laissait présager que la catastrophe allait se produire ce jour-là. David Johnston, un jeune volcanologue de l'Institut d'études géologiques, est de service ce 18 mai. Il a passé la nuit à Coldwater Ridge pour prendre des mesures du gonflement de la face nord. Même ce matin-là, les mesures prises par David indiquaient que le gonflement se poursuivait à peu près la même vitesse. Ce même matin, Dan Miller est en chemin pour Coldwater Ridge, où il doit vérifier la caméra qu'ils utilisent pour filmer en accéléré le versant nord. Je roulais sur l'autoroute. Je venais de quitter Vancouver dans l'État de Washington et je me dirigeais vers le nord. À quelques kilomètres de là, on peut apercevoir à l'est le mont Saint-Helens. C'était une très belle journée. Et alors que je regardais de ce côté-là, j'ai vu ce nuage en forme de champignon s'élever au-dessus du volcan. J'ai compris que quelque chose de grave était en train de se produire. En sécurité, à 55 km de distance, Miller assiste au déroulement de l'éruption. Je me suis d'abord précipité sur la radio pour essayer de joindre David et lui demander ce qui se passait. Je n'ai pas réussi à le contacter et notre répéteur, qui se trouvait au sommet d'une montagne à quelques kilomètres au nord de notre poste d'observation, ne répondait pas non plus, ce qui signifiait qu'il avait été détruit. C'était très angoissant. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était probablement arrivé quelque chose à Dave. Une fumée épaisse et sombre s'élève au-dessus du cratère, masquant le paysage. En quelques heures, le ciel s'assombrit, réduisant la visibilité sur près de 500 km au nord-est. Il faudra attendre 24 heures avant que le ciel soit suffisamment dégagé et que les scientifiques puissent aller inspecter les dégâts. Le paysage était quasiment méconnaissable pour nous qui y avions travaillé tous les jours pendant près de 2 mois avant cette éruption explosive du 18 mai. Je me suis soudainement rendu compte qu'il régnait un silence absolu. Il n'y avait plus d'insectes, plus d'animaux, plus de couleurs. La seule couleur que l'on pouvait voir à perte de vue, c'était le gris des cendres. Nous avons grimpé vers le sommet et trouvé la petite carrière où Dave avait garé le véhicule et la caravane ce matin du 18 mai. Il ne restait rien. C'était un lieu redoutable ce jour-là. Personne n'aurait pu s'en sortir. Ni Johnston, ni sa caravane ne seront retrouvés. Au total, 57 personnes ont été tuées
ainsi que des milliers de cerfs, d'élands, d'ours et d'autres animaux sauvages. Près de 600 km² de forêt ont été dévastés et le sommet du volcan a laissé place à un cratère profond de 610 mètres. Le volcan avait perdu sa jolie forme conique. En fait, le sommet semblait avoir disparu. Du moins, on ne le voyait plus. Les mois suivants, les scientifiques sont confrontés à la lourde tâche de découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Ils enquêtent sur le terrain à la recherche d'indices et reconstituent méthodiquement le déroulement des événements ayant conduit à la catastrophe. Un séisme de magnitude 5,2 ayant agité le mont Saint-Helens à 8h32, ce matin-là, constitue le premier élément important. Le deuxième indice vient de photos prises par des touristes survolant la montagne à peu près au même moment. De l'avion, ils ont réussi à prendre des photos du sommet en proie à des secousses. Puis le flanc de la montagne s'est mis à bouger. Cette série de photos permet d'observer l'effondrement de la bosse sur le flanc nord. Le séisme de magnitude 5,1 a provoqué la rupture du flanc nord, déjà fragilisé par la déformation qu'il subissait, sous la forme d'un gigantesque glissement de terrain. Le volcan ne pouvait en supporter davantage. Le flanc nord, devenu instable, s'est détaché. En quelques secondes, une paroi de 400 mètres se décroche, détruisant tout sur son passage. Cette autrefois paisible vallée montagneuse traversée par la rivière Toutle est à présent recouverte d'une couche de débris épaisse de 180 mètres, formant une surface accidentée appelée hummocks. D'après la quantité de débris retrouvés, les scientifiques estiment que près de 3 km³ de roches se sont détachées de la montagne, ce qui suffirait à ensevelir la ville de Washington sous 15 mètres de gravats. C'est l'un des glissements de terrain les plus gros de l'histoire. Il laissera une plaie béante de 3 km de large et 610 mètres de profondeur sur le versant de la montagne. À l'époque, les scientifiques ignorent pourquoi le flanc nord du volcan s'est soudainement détaché. Aujourd'hui, les géologues peuvent reconstituer le déroulement de la catastrophe. Je suis en train d'étudier un hummock sur cette gigantesque avalanche de débris. Il s'agit en fait d'un affleurement rocheux. La couleur de ces roches révèle qu'elles ont subi une altération. Cette couleur constitue un indice important permettant d'expliquer l'ampleur du glissement de terrain. La roche volcanique, habituellement de couleur noire, est jaune. C'est le signe qu'elle a été en contact avec de l'eau chaude, laquelle a jauni certains minéraux présents dans la roche. Les géologues ont retrouvé cette même roche de couleur jaune dans la paroi du cratère, ceci laissant supposer que la décoloration avait eu lieu sur la montagne avant l'éruption. L'eau de pluie ou des glaciers s'infiltre dans la montagne, approche du magma, puis remonte chaude vers la surface, où elle altère chimiquement la roche. C'est ce qui lui donne ces différentes couleurs. Mais l'eau chaude n'a pas juste modifié la couleur de la roche, elle l'a surtout fragilisée. Vous pouvez voir à quel point cette roche est friable. Je n'ai qu'à gratter un peu pour qu'elle se détache. En s'infiltrant, l'eau a altéré l'argile ou d'autres matières tendres la composant. N'importe quelle autre roche serait bien plus résistante. On retrouve cette roche friable de couleur jaune sur une trentaine de kilomètres à travers la vallée, ce qui signifierait qu'une grosse partie de la montagne était déjà fragilisée avant l'éruption. On suppose que pendant plusieurs milliers d'années, le magma a réchauffé l'eau de pluie infiltrée dans la roche et que cette eau acide a progressivement fait pourrir le cœur du volcan. Ce phénomène était invisible en surface. Lorsque la bosse sur le flanc nord s'est finalement détachée, elle a entraîné dans sa chute une grosse partie du volcan déjà fragilisé, laissant derrière elle un cratère en forme de fer à cheval, qui fait aujourd'hui la renommée du mont Saint-Helens. Ce volcan est semblable à un monticule de sable. Sa structure interne était fragile, si bien que lorsque la défaillance s'est produite, toute une partie de la montagne s'est détachée. Mais ce n'est que le début de la catastrophe. Quelques minutes après le glissement de terrain,
le mont Saint-Helens concentre sa fureur sous la forme d'une autre force destructrice. Le ciel est devenu noir, personne n'y voyait rien. Mais d'après les quelques témoins ayant survécu à la catastrophe, le sol s'est mis à trembler violemment et ils ont eu l'impression que tous les arbres tombaient en même temps. Le glissement de terrain s'est étendu à l'est et à l'ouest. Mais cette force déferle, elle, vers le nord. En l'espace de 3 ou 4 minutes, Coldwater Ridge est entièrement dévasté et les arbres déracinés sur une surface de 600 km² en forme d'éventail. Nous nous trouvons à 12 km du volcan. Derrière moi, vous pouvez apercevoir cette crête. Elle s'élève à plus de 900 mètres d'altitude. Ce qu'on voit sur le sol, ce sont les troncs d'arbres des forêts qui recouvraient autrefois la zone et qui ont été couchés par le souffle de l'explosion. Il est passé par-dessus comme si rien n'entravait sa route. La vitesse de ce souffle devait donc approcher les 500 km/h. Il a ensuite continué son chemin sur une quinzaine de kilomètres avant de s'arrêter. Les géologues n'avaient pas prévu ça. C'est la première fois qu'ils sont témoins d'une éruption latérale. La plupart d'entre nous avions appris à l'école qu'une éruption volcanique se produit vers le haut. La lave jaillit vers le ciel de manière verticale. Et je crois que nous nous attendions tous à assister à ce type d'éruption au mont Saint-Helens, car c'est ainsi que se produisent les éruptions. Les scientifiques se demandent ce qui a pu causer cette éruption latérale dévastatrice. Ils commencent à chercher des indices sur le terrain. À 8 km au nord-est du cratère, Waite examine une nouvelle fois les débris de l'époque. Outre du bois déchiqueté et brûlé, il découvre de la roche. Pour un œil inexercé, elle semble identique aux autres, mais pas pour un expert. Cette roche est jeune, elle est relativement légère et pleine de petites cavités, des petites bulles figées pendant le refroidissement. C'est cette roche, alors sous la forme d'un liquide brûlant presque visqueux, qui s'est accumulée au cœur du volcan et qui a causé la déformation du flanc nord avant l'éruption du 18 mai. Cette petite pierre constitue un indice essentiel pour les scientifiques essayant de reconstituer le déroulement des événements. Le glissement de terrain laissant une plaie béante sur le flanc nord de la montagne, le magma est alors mis à nu. Privé de son bouchon de terre protecteur, il s'est soudainement accumulé, jaillissant vers l'extérieur et expulsant avec lui la roche. Imaginez un ouragan de cendres. C'était en fait un nuage de roches, de cendres et de gaz brûlants de plusieurs milliers de mètres de haut, traversant la région à plusieurs centaines de km/h. Un mélange dévastateur, avec des blocs de roches de plus d'1 mètre de large volant dans les airs. Une force incroyablement destructrice. L'éruption terminée, le mont Saint-Helens redevient paisible. Pendant une demi-heure, règne le calme et la tranquillité. Puis le volcan commence à cracher sa fureur vers le ciel. Un énorme nuage en forme de champignon, 3 fois plus haut que l'Everest, s'élève au-dessus du volcan. De violentes explosions s'enchaîneront pendant des heures, libérant des quantités colossales d'énergie équivalentes à 27 000 bombes atomiques, de la taille de celle d'Hiroshima. L'éruption volcanique du 18 mars 1980 constitue un tournant pour les scientifiques. Elle leur fournit une chance sans précédent de pouvoir étudier une éruption latérale. Les roches jaunies dans la vallée et dans la paroi du cratère prouvent que la montagne était déjà fragilisée avant l'éruption. La roche volcanique grise, retrouvée à 15 km au nord du volcan, indique que le glissement de terrain a engendré une puissante explosion latérale. À 17h30, le volcan commence à s'apaiser avant de se calmer totalement. Mais un danger imminent se profile, l'éruption ayant causé un autre effet cataclysmique. Le 18 mai 1980, le mont Saint-Helens explose, un type d'éruption jamais observé jusque-là. Un glissement de terrain parmi les plus gigantesques de l'histoire entraîne une puissante déflagration latérale.
De violentes explosions s'ensuivent, formant un immense nuage en forme de champignon. Plus tard cet après-midi-là, le volcan se calme, mais le chaos ne fait que commencer, car l'éruption a déclenché un autre phénomène destructeur. Les cendres volcaniques brûlantes ont fait fondre les sommets enneigés du mont Saint-Helens. Au contact de la terre, les centaines de tonnes de neige fondue forment des coulées de boue qui se mettent à dévaler les versants. La plupart des gens ignorent qu'il existe un risque pour les habitants de la vallée. Avec ce type de coulée de boue, la zone de danger peut s'étendre jusqu'à 160 km autour du volcan. Les coulées de boue dévalent principalement dans la vallée de la rivière Toutle. Sur leur chemin, elles atteignent la vitesse record de 145 km/h, franchissant des collines aussi hautes que des bâtiments de 20 étages. Au total, 27 ponts seront détruits, près de 200 maisons endommagées et 300 km de routes et d'autoroutes coupées. Aujourd'hui, on peut encore observer les débris sur les bords de la rivière Toutle. Voici un bon exemple de ce que nous autres scientifiques appelons un lahar. D'autres personnes appellent ça une coulée boueuse. Il s'agit d'une gigantesque coulée de matière, semblable à du béton humide, dévalant la rivière et poussant devant elle des troncs d'arbres et toutes sortes de débris. Au début, les scientifiques ne comprennent pas comment cette coulée de boue a pu devenir si énorme. Mais les roches fournissent un nouvel indice. Il y a là différents types de roches provenant du mont Saint-Helens. Certaines proviennent du cône volcanique avant qu'il ne s'écroule sous forme d'une avalanche de débris. Les géologues comprennent à présent ce qui a causé ces coulées de boue dévastatrices. Ces roches initialement situées au sommet du volcan proviennent du glissement de terrain propulsé dans la vallée durant les premières minutes de l'éruption. La neige fondue, en se mêlant aux débris de l'éboulement, a alors formé une gigantesque coulée de boue. Cet incroyable torrent coulera jusque tard dans la nuit, déversant 270 km3 de boue sur son passage. Même 30 ans plus tard, des signes de son incroyable puissance sont encore visibles sur le terrain. Ces lahars ont totalement recouvert la forêt. Il reste juste quelques troncs d'arbres. Ce sont les vestiges de ce que l'on appelle une forêt fantôme. Cette forêt a été ensevelie par la coulée de boue. Les arbres ont été déracinés. Et si on les voit aujourd'hui, c'est grâce à l'érosion de la rivière, qui a retrouvé son lit et érodé les berges, laissant apparaître les troncs d'arbres. C'est un précieux indice de la puissance destructrice de ce lahar qui a complètement submergé la vallée. Mais un autre dépôt, plus en amont, sème le trouble dans l'enquête. On dirait un dépôt de lahar, mais il est constitué de galets de rivière plutôt que de roches volcaniques. Le scientifique qui a initialement étudié ce dépôt n'était pas sûr qu'il s'agissait d'un lahar, car il contient énormément de galets, caractéristiques d'un lit de rivière et non pas d'un lahar. Mais il a ensuite observé cette matrice très dure et compacte et vu que ce dépôt n'était pas constitué de couches. Il en a conclu qu'il s'agissait d'une gigantesque coulée de boue, dont la puissance était probablement équivalente à celle du courant du fleuve Amazon. Les scientifiques sont déconcertés. Non seulement ce dépôt contient des galets de rivière, mais il est également bien plus étendu que celui de la coulée de boue qui a englouti la vallée le 18 mai 1980. S'il n'a rien à voir avec le lahar de 1980, d'où vient-il? Les géologues décident de pousser l'enquête et ramènent quelques échantillons au laboratoire. Une datation au carbone 14 révèle que ce dépôt a balayé la vallée il y a 3000 ans. Si nous nous étions trouvés là il y a 3000 ans, nous aurions d'abord entendu un grondement sourd, se rapprochant de plus en plus, et si nous n'avions pas tenu compte de cet avertissement, nous aurions vu arriver un gigantesque mur d'arbres déracinés et de débris au détour de la rivière, propulsé à 50 ou 60 km/h et mesurant plusieurs centaines de mètres de hauteur. Et ce mur de débris, de boue et de roches aurait dévalé jusque-là, tel un énorme train de marchandises, emportant tout sur son passage. Mais d'où pouvait surgir cette gigantesque coulée de boue?
Seul le lac Spirit, à 60 km en amont, aurait pu accumuler une telle quantité d'eau et de galets. Cette découverte est cruciale, car la nature peut à tout moment reproduire une catastrophe. Le glissement de terrain qui a déclenché l'éruption de 1980 s'est dirigé à l'ouest, vers la vallée de la rivière Toutle, mais également à l'est, en direction du lac Spirit, bloquant son extrémité. Les rivières et la neige fondue, qui continuent de s'y déverser, font grimper dangereusement le niveau de l'eau. Ça a été une véritable sonnette d'alarme, car si ce type de lahar avait pu se produire dans le passé, il pouvait se reproduire. Et les dépôts de 1980 avaient à nouveau bloqué le lac Spirit, formant le même type de barrage instable et peu résistant qu'autrefois. Les autorités doivent agir rapidement. En 2 ans, le niveau du lac Spirit pourrait monter à nouveau et s'il débordait, causer une inondation aussi catastrophique que celle d'il y a 3000 ans. Le corps des ingénieurs de l'armée s'est rendu sur place et a mis au point un plan consistant à court terme à pomper l'eau du lac afin que son niveau reste stable. À long terme, la solution consistait à creuser un trou dans la montagne afin de créer un écoulement permanent, empêchant le lac Spirit de dépasser une certaine hauteur et éliminant ainsi le risque d'inondation. Les scientifiques comprennent à présent ce qui s'est passé le 18 mai. La roche volcanique retrouvée dans les dépôts de boue, le long des berges de la vallée de la rivière Toutle, prouve que des coulées de boue gigantesques ont dévalé le mont Saint-Helens. Des galets de rivière dans un dépôt de boue vieux de 3000 ans alertent les scientifiques que le lac Spirit peut déborder et engendrer un lahar encore plus important. Durant l'été 1980, les scientifiques considèrent l'éruption du mois de mai comme une chance unique, car des éruptions volcaniques de cette ampleur dans la chaîne des Cascades ne se produisent qu'1 ou 2 fois tous les 100 ans. Mais ils vont vite comprendre qu'ils se trompent. Après 20 ans d'inactivité, le volcan se réveille à nouveau. L'explosion du mont Saint-Helens en mai 1980 laisse une plaie béante sur le versant nord du volcan. Mais durant l'été qui suit l'éruption, le volcan se reconstruit. Un magma épais monte lentement vers la surface, formant un dôme à l'intérieur du cratère. Si ce processus avait continué à une vitesse constante, il aurait fallu environ 200 ans pour que la montagne retrouve son altitude d'avant 1980. Mais en 1986, la montée de magma s'arrête et le volcan se calme. La vie reprend son cours, s'adaptant à ce nouvel environnement. Des plantes et des arbres se développent sur cette terre volcanique fertile. Des élans et d'autres animaux reviennent peupler la montagne. Mais le 23 septembre 2004, un grondement menaçant reprend et met les volcanologues en état d'alerte. La chaîne des Cascades sur la côte ouest des États-Unis produit en moyenne 2 éruptions par siècle, ce qui représente une éruption par carrière. Celle du mont Saint-Helens en 1980 était donc la nôtre. Nous pensions tous que ce serait la seule, mais nous avons eu une seconde chance. Le mont Saint-Helens mijote à nouveau quelque chose. De petits séismes commencent à devenir plus intenses et plus fréquents. Des mesures GPS indiquent que la zone autour de la montagne est en train de s'affaisser. Une station GPS enregistrée en continu près du volcan. Son nom de code était JRO1. Elle n'avait pas bougé de manière inhabituelle jusqu'à la reprise des secousses. Et ce jour-là, elle a commencé à bouger. Elle s'est penchée en direction du volcan, comme si toute cette partie de l'écorce terrestre s'affaissait vers lui. La seule explication plausible, c'est que le réservoir souterrain de magma est en train de diminuer. Lors d'études précédentes, les scientifiques avaient découvert une vaste étendue de roches en fusion à 12 km sous le volcan. Si cette réserve diminue, c'est que du magma remonte vers la surface.
La reprise de l'activité volcanique provoque l'inquiétude générale. Les scientifiques craignent une nouvelle éruption et ils ignorent de quel type elle sera. En quête d'une réponse, ils se penchent sur les premières éruptions du mont Saint-Helens. Les volcans sont uniques. Ils présentent différents types d'éruptions, différentes caractéristiques, et ils reproduisent dans le futur ce qu'ils ont déjà accompli de par le passé. La clé de ces éruptions passées se trouve dans cette ancienne roche volcanique. Mike Klein s'est spécialisé dans la classification géographique des vieux dépôts. Au sud-ouest du mont Saint-Helens, il étudie une zone recouverte de gros rochers sombres. Un examen plus approfondi lui révèle lors de quel type d'éruption ils se sont formés. Cette roche provient d'une coulée de lave. Elle contient de gros cristaux dispersés dans une matrice plus finement grenue constituée de petits cristaux. Les gros cristaux se sont développés dans la chambre magmatique, quand le magma se trouvait loin sous le volcan. La matrice finement grenue s'est développée lorsque la lave a jailli en surface et s'est refroidie. La datation au carbone 14 révèle que la roche s'est formée il y a 2500 ans, lors d'une éruption lente et calme. La lave jaillit du volcan, liquide, puis dévale le flanc de la montagne sous l'effet de la pesanteur. Elle refroidit à mesure qu'elle s'éloigne du sommet, puis devient si visqueuse qu'elle ne peut plus dévaler la pente. C'est là que la coulée s'immobilise. Et ce que vous voyez là, c'est l'aboutissement de cette coulée de lave. Ces coulées ne sont pas dangereuses, on peut les regarder s'approcher. De tels dépôts ont permis aux scientifiques de découvrir que le mont Saint-Helens avait produit plusieurs écoulements de lave silencieux au cours des 300 000 dernières années. Ils ont lentement donné forme à la montagne, transformant un petit amas rocheux en un gigantesque volcan de forme conique. Mais au nord-est de la montagne, Klein découvre un dépôt différent qui dévoile un chapitre bien plus dévastateur de l'histoire du mont Saint-Helens. Deux caractéristiques essentielles se dégagent lorsqu'on observe ce dépôt. Premièrement, il est très friable et composé de fragments rocheux tous à peu près de la même taille. Deuxièmement, ces fragments rocheux se touchent les uns les autres. Il n'y a pas de matière entre eux. Cela signifie qu'ils sont tombés du ciel. Une importante éruption explosive a propulsé ces matières très haut dans le ciel et lorsque les vents se sont calmés, elles sont retombées et se sont empilées ici. Il s'agit de fragments de pierre ponce qui se sont formés lors d'une violente éruption similaire à celle ayant engendré l'immense nuage de cendres en forme de champignon de mai 1980. Mais la datation révèle que ce dépôt est bien plus ancien. Il date d'il y a 3500 ans. Et d'après les indices recueillis par les scientifiques, cette éruption-là fut bien plus destructrice, expulsant 4 fois plus de roches et de cendres. C'est la plus grosse éruption de l'histoire du mont Saint-Helens. Environ 4 km3 de matière ont été projetés dans les airs à l'époque. Nous le savons car nous avons mesuré l'épaisseur de ce dépôt et la distance qu'il a parcourue. En additionnant les deux, on obtient le volume de l'éruption. Des dépôts tels que celui-ci ont été retrouvés jusque dans le centre du Canada. L'étude du passé du mont Saint-Helens a permis de révéler la nature imprévisible de ces éruptions. Le mont Saint-Helens a pu produire aussi bien des coulées de lave relativement inoffensives que de violentes éruptions. Lorsqu'un volcan tel que celui-ci se réveille, il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Nous autres scientifiques discutons de tout cela pour faire des prévisions, mais personne n'est vraiment en mesure de savoir. Les scientifiques qui étudient le mont Saint-Helens ont trouvé divers indices montrant qu'il avait connu différents types d'éruptions de par le passé. De gros rochers sombres prouvent qu'il peut produire des coulées de lave lentes et calmes. Un dépôt épais de pierre ponce blanche indique qu'une éruption ancienne, 4 fois plus destructrice que celle de 1980, s'est produite. Heureusement, les événements qui débutent en 2004 connaîtront un heureux dénouement. Le magma arrivera bel et bien en surface, mais il aura perdu sa puissance explosive. Il se répandra à l'extérieur, telle une pâte de dentifrice formant un dôme. Alors que les géologues continuent d'étudier le mont Saint-Helens, un volcan situé à 6400 km de là montre des signes d'activité. Grâce à leurs observations de 1980,
ils sont convaincus de l'imminence d'une terrible catastrophe, mettant cette fois-ci en péril la vie de 12 000 êtres humains. L'éruption du mont Saint-Helens en mai 1980 prend les scientifiques par surprise. C'est la première fois qu'ils assistent à l'affaissement d'une boursouflure géante, à un gigantesque glissement de terrain et à une puissante explosion latérale. Avant 1980, nous n'avions pas les connaissances nécessaires pour prévoir ce type d'éruption. Nous avons commencé à apprendre dans les années 1980 avec le mont Saint-Helens. Puis nous avons continué grâce à d'autres volcans à travers le monde et nous avons connu quelques réussites. Prévoir une éruption volcanique est une tâche difficile, car il n'existe pas de schéma type. Mais en acquérant davantage d'expérience dans l'observation des volcans, les scientifiques sont parvenus à affiner leurs prévisions. En 1995, la soufrière, sur l'île de Montserrat aux Antilles, montre des signes d'activité. Endormie depuis 350 ans, elle est soudainement secouée par des séismes. Les habitants de l'île, habitués à cette montagne fumante, espèrent juste qu'elle va se calmer. Mais lorsque les séismes s'intensifient, le gouvernement demande de l'aide. Une équipe de volcanologues américains arrive sur place pour surveiller le réveil du volcan. L'activité sismique s'est accrue dans cette région, tout comme ce fut le cas au mont Saint-Helens. Dans la montagne, la violence était telle que nos genoux s'entrechoquaient presque. La violence des séismes ne constitue pas le seul signe d'alarme. Sur la face sud de la montagne, une énorme bosse commence à se former. On voyait des fractures apparaître chaque jour. On aurait dit que tout le flanc de la montagne allait se détacher. On allait peut-être assister à un gigantesque effondrement. En octobre 1997, la déformation augmente à une allure incroyable de 8 mètres cubes par seconde. Les scientifiques sont inquiets. Grâce à l'expérience acquise au mont Saint-Helens, ils savent que l'affaissement de la boursouflure est imminent. Les gens qui vivent à proximité du volcan sont en danger. Ils demandent aux autorités de procéder à leur évacuation immédiate. Nous avons compris que la situation était analogue à celle du mont Saint-Helens. Une avalanche de débris ou une explosion latérale pouvait se produire. Or, des gens vivaient aux alentours, ils devaient quitter les lieux. 8000 personnes doivent quitter l'île. Plus de 4000 sont obligés d'aller se mettre à l'abri, au nord. Le 26 décembre 1997, le volcan frappe. Après toute une série de séismes, une énorme partie de la boursouflure se détache et dégringole dans la vallée. Comme au mont Saint-Helens, le détachement soudain de cette capsule rocheuse libère le magma sous pression. Une explosion latérale se produit côté sud, engendrant une gigantesque colonne de cendres haute de 10 km. En l'espace de 15 minutes, l'éruption détruit 10 km² de l'île et ensevelit Plymouth, la capitale, sous 11 mètres de boue. La ville n'a pas été sévèrement endommagée, elle a été rayée de la carte, comme si un bulldozer l'avait emportée avant de la déverser dans la mer. La force du souffle latéral a été colossale. Ce qui s'est produit sur l'île de Montserrat montre que les leçons du passé peuvent empêcher la survenue d'une nouvelle catastrophe. Tout ce qui s'est passé au mont Saint-Helens s'est quasiment reproduit à Montserrat. Pas seulement l'explosion latérale, la même éruption a eu lieu, mais à plus petite échelle. L'étude de l'éruption du mont Saint-Helens, le 18 mai 1980, permet aux scientifiques de retracer le déroulement d'événements jamais observés jusque-là. Un gonflement de plus en plus important sur le flanc nord de la montagne leur indique que du magma s'accumule dans le volcan. De la roche volcanique grise provenant de cette boursouflure et retrouvée à 8 km de distance témoigne d'une explosion latérale puissante. Un dépôt de boue vieux de 3000 ans leur révèle que les vallées environnantes ont été submergées à plusieurs reprises par de gigantesques coulées de boue. Des dépôts de pierres ponces blanches retrouvés jusqu'au Canada prouvent que le mont Saint-Helens peut produire des éruptions 4 fois plus dévastatrices que celles de 1980. Comme l'a démontré l'enquête, le mont Saint-Helens est plein de surprises.
Le mont Sainte-Hélène, c'est un adolescent, comparé aux autres volcans de la chaîne des Cascades. Il est jeune, vigoureux, explosif, plein d'énergie. Même s'il semble endormi lorsqu'on le regarde, il est actif. Il continue de faire ce qu'il fait depuis des dizaines de milliers d'années. Le mont Sainte-Hélène semble bien décidé à nous faire trembler encore.